pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. Mais t'as rien dit, tu l'as déjà dit. On va pas y passer la nuit. Ta gueule et moi on est sortis pour chercher plutôt des amis. Ah ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que j'y dois tout. Sans elle, je n'ont jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Mais quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, un cœur saigné, irrigué. Elle ne va pas lâcher du nombre. Quand ça fait mal, même qu'elle pleurait. Ah ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas comme elle que je connais, elle qui me laisse lui crever tout seul. Et je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien. Bonjour Fred Jiménez. Bonjour, bonjour. Merci pour cette interview. Merci de m'inviter. Notamment à l'occasion de la sortie de votre livre. Oui. Donc Johnny H et moi. Oui. Voilà, on va le montrer à tous les auditeurs de la radio 100% Johnny. Alors, magnifique livre, passionnant. Je l'ai lu en 2 heures. Ah ouais. C'est un livre formidable, très authentique, écrit avec le cœur. Oui. Fred, pourquoi ce livre maintenant? Pourquoi cette envie d'écrire? En fait, j'avais l'habitude, c'était tellement extraordinaire l'aventure que j'ai vécue, puisque c'est vraiment la période 2011-2014, quand Johnny revient de son accident. Donc c'est un peu une renaissance pour lui. Il veut refaire un nouveau départ très rock'n'roll. Et moi, je venais plutôt du milieu de rock indépendant. C'est des bons musiciens, mais je jouais pas dans les stades, dans les choses comme ça. Mais je pense que c'est un peu ce que Johnny recherchait. Il avait branché Yarol pour justement faire ce retour très rock'n'roll. Et moi, j'étais venu pour faire un remplacement. Et puis Johnny s'est un peu entiché de moi et il m'a gardé. Donc le bouquin raconte un peu tout ça. Après, moi, j'avais l'habitude de raconter un peu, voilà, je viens pas vraiment du sérail des musiciens qui font les gros trucs. Donc c'était en plus une expérience dingue. Et j'avais l'habitude de les raconter, mes anecdotes comme ça, parce que j'aime bien faire rigoler aussi.
Et Il y a beaucoup d'humour ouais. dans ce livre. C'est formidable la manière dont vous l'avez écrit. Bah, c'est ma nature, alors donc j'aime bien faire rire. Donc j'avais l'habitude de raconter ces histoires, j'avais pas du tout l'intention d'en faire un livre. Et c'est Bertrand Burgala, qui est un ami à moi. Après avoir joué avec Johnny en 2015, on a dîné ensemble et puis j'ai tout raconté. Et il m'a dit, mais Fred, ça ferait un bouquin formidable. Mais bon, moi je le croyais pas. J'ai mis mes anecdotes, c'est un peu. Puis voilà, je raconte certaines choses. C'est bien de raconter à une personne, à un copain, mais mis bout à bout, je pensais pas que ça ferait un livre. Et puis Bertrand, pendant 10 ans, il m'a dit vraiment, ça ferait un super bouquin. Et puis là, j'accompagnais Jean-Louis Murat, qui est décédé brutalement. Donc voilà, ça m'a rendu très triste parce que c'était un ami proche. Vous étiez musicien Voilà, j'étais musicien avec lui. avec lui. Et finalement, j'ai recroisé Bertrand qui, pour la 1000e fois, m'a dit, tu sais Fred, je connais des gens dans l'édition et ton bouquin, il serait formidable. Je me suis dit, banco, j'ai du temps, je vais essayer de l'écrire. Mais au début, je me suis dit, je vais l'écrire que je vais faire un plan du livre et je vais écrire 2 chapitres pour voir si ça tient la route. Et puis en fait, j'ai tout écrit très rapidement. J'avais tellement raconté ces histoires que je l'écris très vite parce que j'avais un peu l'impression de perdre mon temps aussi et il fallait que je cherche du travail. Donc il y a une urgence dans l'écriture. Qui fait que maintenant, comme tu me dis, les gens lisent très vite aussi. C'est ce qu'on voilà. Le rythme de lecture. Et je pensais pas que ces anecdotes ce soit intéressant mis bout à bout, mais en fait, finalement, je les ai toutes notées, je les ai racontées un peu dans un ordre chronologique, même si ça commence avec l'entretien d'embauche. Et au final, j'étais un peu surpris de voir que ça racontait plus que des anecdotes, ça raconte un peu une histoire, il y a plein de liens, mais j'ai pas vraiment fait exprès, quoi. Vous avez livré peut-être plus que ce que vous pensiez au départ, voilà, au fil de l'écriture. Vraiment, j'étais à cœur ouvert et peut-être aussi parce que quand on perd un ami proche, on passe par une phase de grande tristesse, mais la vie est un balancier, c'est-à-dire que si on est très triste, on a besoin de le... Donc moi j'avais envie, mes histoires, j'aime bien faire rire, mais c'est sûr que quand je les raconte à l'oral, on s'adapte à la personne. Là, j'avais que les mots, donc c'était vraiment ça qui m'a intéressé un peu, pas littérairement, mais enfin le fait d'écrire, je me dis c'est rigolo, si j'arrive à faire rire avec ces histoires juste avec des mots, sans me servir quand on imite, ou voilà. Et puis j'étais surpris de voir que ça marchait, quoi. Donc pour moi c'est un peu... C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'intention de sortir un livre à un moment précis, pour une occasion précise. C'était le moment. C'était le timing pour vous de sortir ce livre. Voilà. Et c'est vrai que c'est écrit avec de l'humour. Vous avez vraiment un regard, un poste d'observateur. Oui, c'est ça. On m'a dit un peu candide. J'ai eu des critiques où les gens disent qu'il y a un côté un peu enfantin et ça me va très bien. Oui. Je trouve que c'est important de garder son âme. Son naturel. Voilà. Et puis son côté enfant. Voilà. Puis quand on fait de la musique, en fait, on est... je pense que tous les musiciens comme moi, ce sont des gens qui ont eu une passion pour la musique dès l'enfance ou l'adolescence. Et en fait, on reste toujours connecté à l'enfant qu'on était. Et donc moi, j'ai vécu tout ça. Et Johnny aussi, c'était un enfant parce que sur scène... Moi, j'ai l'impression, voilà, j'explique un peu dans le livre que moi, je suis un peu emprunté, je suis tellement intimidé par le bonhomme que j'arrive jamais à lui parler, à être détendu avec lui. Mais finalement, en creux, ça raconte que lui était un peu comme ça aussi. Hein. Et vous en aurez des occasions, on voit dans le livre, de parler avec Johnny. Ouais. Voilà, et ça, effectivement, c'est ce qui fait du bien aussi dans votre livre, c'est d'entendre parler musique. Oui, c'est ça. Voilà, de recentrer l'histoire sur Johnny en tant qu'artiste, sur la partie musique. Et évidemment, vous êtes très bien placé en tant que bassiste, voilà, Fred, pour parler justement. Moi, c'est Johnny au boulot et je trouve que vraiment, une fois qu'on sera débarrassé de tout ce qui est histoire de famille, des impôts et toutes ces choses-là, c'est quand même un musicien incroyable qui est un pionnier du rock. Il a fait... Moi, c'est pour ça que j'étais un peu intimidé parce que je ne connaissais pas très bien son œuvre. En plus, j'ai grandi en Suisse. On n'a pas la même culture qu'en France. Mais et évidemment, quand je l'ai accompagné, évidemment que je connaissais Johnny, mais je me suis dit maintenant, il faut que je connaisse son œuvre, et c'est un puits sans fond, et c'est délirant tout ce qu'il a fait. C'est un musicien très exigeant, qui a travaillé avec des super producteurs, des super musiciens. Et c'est tellement vaste que je trouve dommage qu'on ne se penche pas plus sur le Johnny musicien. Tout à fait. On en viendrait à oublier que c'est quand même un super artiste qui a traversé toutes les époques, tout en gardant une ligne vraiment propre.
Qui a eu plusieurs styles dans sa carrière. Sûr, ouais. Et là, avec vous, il avait envie de revenir vraiment aux sources, au rock. Ouais, c'était son désir. Vous l'avez accompagné pour... Voilà, parce que la musique a fait une évolution. Moi, j'aime bien la période fin des années 60, les années 70. Mais c'était un joyeux bordel. Quand là, il n'y a pas longtemps, j'ai déjeuné avec Sam Bernett qui me racontait le rock'n'roll circus. C'est quand même dingue parce que, évidemment, maintenant, tout est cadré. Tout est hyper cadré, la musique est hyper cadrée, c'est-à-dire qu'il y a des séquences, il y a des clics dans les oreilles, ce sont des sortes de métronomes, tout est réglé au millimètre. Mais en réalité, le rock'n'roll, comme le voulait Johnny vers la fin et comme le rock'n'roll qu'il aimait, c'est quelque chose qui se passe un peu dans un joyeux bordel, avec pas trop de choses définies. Donc c'est ce que je raconte un peu dans le livre. Quand il a pris Yarol pour faire la direction musicale, tout le staff, tous les gens qui engagent tellement d'argent dans des tournées, ils ont commencé à prendre peur. Ils ont dit mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais Johnny a tenu bon et c'est vrai que ça m'a permis moi de jouer avec lui. Je crois que c'est vraiment une époque dorée parce que je parlais avec Robin Le Mesurier ou Harry Kim et ils me disaient ils n'ont jamais vu ça. Nous à Los Angeles, on a répété à peu près 2 mois. Il disait qu'avant ça, Johnny venait quasiment jamais répéter. Lui, il livrait tout ou rien. Donc en répétition, il n'aimait pas répéter. Par contre, il donnait tout. Il donnait tout quand c'était le moment. Quand c'était le moment. Bien sûr. Mais là, comme il avait... et je pense qu'il a vraiment frôlé la mort. Il a eu très peur pendant 2 ans. Il a perdu sa voix. Là, il avait envie de profiter de chaque instant. Et c'était presque trop. Parce qu'on est passé du moment où les musiciens disaient il venait 2 fois, 3 fois, 2 heures pendant les répétitions. Puis Eric Bamy assurait la voix pour que les musiciens se règlent. Mais là, il venait tout le temps. Alors, il est un peu impatient. Donc, il était là. Bon, on fait quoi maintenant et tout. Attends, Johnny. Donc, Yarol n'arrêtait pas de lui dire écoute, demain, viens pas trop tôt, s'il te plaît. Et tout. Puis en fait... Il avait besoin d'être avec vous, voilà. d'être aux côtés de ses musiciens, de son équipe, pour ne faire qu'un et puis se sentir vraiment faire partie du groupe. Évidemment, c'est le chanteur, mais vous comptiez aussi, vous étiez important. Je crois, parce que nous, les répètes, avec Yarol, on arrivait, on disait, mais on se pinçait d'être là tout le temps. Alors, moi, chaque répétition, c'était un concert. T'as Johnny devant toi qui est là et il kiffe à mort. Donc moi j'étais debout, même un jour je suis tombé en arrière tellement je bougeais, puis je suis carrément les 4 fers en l'air, je me suis pris une chaise et il est arrivé, il se marrait. Mais c'est vrai que ça se passe pas comme ça normalement les répétitions. Je pense que ça a participé à ce qu'il voulait. C'est-à-dire, pour ça il avait appelé le Born Rocker Tour, parce que si on regarde bien, il y avait Greg Slap qui est un super showman. Moi j'étais encouragé. On salue Greg. Ouais, bien sûr. On connaît bien. Bah oui, excellent. Puis Harold c'est un showman aussi. Et puis moi normalement à la base, au premier concert ils m'ont cantonné à côté de la batterie en filaire, c'est-à-dire que j'avais un câble, mais évidemment que j'ai pas pu m'empêcher d'aller sur le devant de scène. Alors j'étais un peu gêné, ils m'ont tout de suite enlevé le câble et Johnny a fait comprendre, il adorait ça. Il adorait le mouvement sur scène, il adorait que les musiciens... Que ce soit Johnny devant et les musiciens derrière. Il voulait faire partie d'un groupe et en même temps, il n'avait pas une mentalité de leader. C'est ça qui est assez marrant, parce que souvent les chanteurs ont un ego quand même très gros, et puis ils veulent qu'on fasse vraiment attention à lui. Lui, il était là. Alors par contre, il savait très très bien ce qu'il voulait, mais il voulait se fondre, et donc en concert, il reculait vers nous, et nous, on approchait vers lui, et en fait, j'ai revu il n'y a pas longtemps le Théâtre de Paris avec Brian Setzer. C'est dingue, quoi, parce qu'effectivement, il nous laisse une place énorme. Mais c'était vraiment souhaité de sa part. Il voulait aussi que vous fassiez le show, que vous faisiez partie du show. Exactement. C'était important pour lui. Et puis moi, du coup, j'ai remarqué que sur scène, c'était très réglé, parce qu'il y a quand même une scénographie, mais on est quand même assez libre. Et là, particulièrement, d'inventer, de créer des choses. Et dans le langage corporel, alors, autant j'arrivais pas bien à communiquer en dehors de scène, parce que j'étais emprunté, j'étais intimidé, mais sur scène... Je crois que sur scène, c'est votre territoire, c'est votre espace. Lui aussi. C'est-à-dire que lui, c'est là où je l'ai senti le plus heureux, le plus à sa place. Et sur scène, on peut sans arrêt inventer des trucs. Donc je le raconte dans le bouquin. À un moment, il fait lâcher le lion dans l'arène. Et puis moi, je pars de derrière lui, j'arrive vers les premiers rangs qui étaient des gens adorables qu'on connaissait, comme Lolo le Chocho et des gens comme ça. Je faisais semblant de leur donner un coup de tête. Et puis je revenais en arrière. Et quand il a vu ça, il m'a fait... Comme ça, il m'a fait comprendre ça, c'est super. Et le soir d'après, il a fait lâcher le lion dans l'arène, il s'est retourné, ok, j'y retourne. Et on a eu plein de points de rendez-vous. Ce qui était bien, c'est que c'était pas figé. Donc c'est-à-dire que quand il y avait un point de rendez-vous qu'il avait aimé, il fallait le refaire, donc il fallait quand même une grande mémoire. Et en même temps, à chaque concert, on a trouvé de nouveaux trucs. Donc pour ça, dans ce sens-là, moi j'ai l'impression d'avoir joué
avec Il avait dans le sens jouer comme un gamin, quoi. Bien sûr. À les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai, oui, ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné, oui, sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Moi je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, oui, demain tu peux gagner. Oh mère, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. C'est la nuit, traîner dans les rues, ils iront tout droit en prison. Toi la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Les larmes de honte que tu as versées, tu sais il faut les oublier. Hey, du pénitencier. Bientôt dans ce fermé. Et c'est là que je finirai ma vie, oui, comme d'autres gars l'ont fini.
il avait une totale liberté, en somme, Johnny, Ah oui. d'un point de vue musical. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, il savait très très bien ce qu'il voulait, quoi. Donc musicalement, il s'embarrassait pas si un arrangement lui plaisait pas. Il nous faisait une réflexion, puis on se regardait un peu les chaussures. Mais bon, généralement, s'il disait rien, c'est qu'il était très content aussi. Non, non, il savait. Et puis bon, sur scène, c'est un espèce de... C'est pas un combat, mais avec le public, c'est un échange. Tout ce qu'on va donner, les gens vont nous le rendre et on va donner encore plus. Et dans ce sens-là, effectivement, lui, c'était une bête de scène quand même. Quoi. Alors Fred, concernant la méthode et la technique, votre méthode et votre technique de travail, vous la racontez un petit peu dans le livre, elle est totalement incroyable. Bah oui, alors quelques mots là-dessus, parce que c'est déjà, vrai que c'est surprenant. À la base, je suis autodidacte, donc c'est-à-dire que j'apprends tout par cœur, je fais tout à l'oreille. J'ai même appris à jouer de la basse d'une manière un peu étrange. C'est-à-dire que gamin, je voulais m'acheter une basse et je ne savais pas qu'il fallait un ampli. Donc j'ai acheté, j'ai économisé. Puis le vendeur m'a dit, bon, maintenant il te faut un ampli. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Moi je pensais qu'une basse ça se branchait dans une prise. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais un instrument qui ne sonnait pas. Donc j'ai appris tout seul en me servant de mon armoire comme ampli. Donc j'ai appris couché sur le dos en faisant contact avec le manche de ma basse sur l'armoire et en collant mon oreille. Et j'ai appris comme ça, donc ce qui fait que j'ai une position mais totalement pas académique, très bizarre. Et puis vous connaissez pas du tout le solfège? Non, je connais pas du tout le solfège. Mais bon, ça c'est pas trop un problème parce que, disons, il y a la musique tradition orale et tradition écrite. Et le rock'n'roll, on est plus dans le blues, on est plus, voilà, moi je regarde jouer les gens, puis on aiguise l'oreille, ça c'est pas trop un problème. Mais c'est vrai que pour aller à Los Angeles, je devais apprendre 80 chansons que j'avais appris en jouant sur le disque parce que Yarol voulait qu'on reparte des versions originales et je les avais apprises comme ça. Mais après, je me suis rendu compte qu'en concert, il y a une telle pression psychologique parce que techniquement, c'est pas si difficile à faire, mais par contre, à la basse, on n'a pas le droit à l'erreur du tout. C'est un poste fondamental. C'est ce que vous dites dans le livre, que la basse, c'est vraiment le socle du groupe. Bien sûr, la basse et la batterie. C'est-à-dire que je pense que des fois, les gens perçoivent pas la basse, mais si elle s'arrête, tout le monde tombe de cheval. Donc c'est un peu ingrat parce que s'il y a 2 guitares, il y a 2 claviers, il y a 3 ou 4 choristes, 4 cuivres. Si on a 1, 2 qui fait une petite faute, on ne saura jamais lequel c'était et tout ça. Mais à la basse, si moi je donne pas la bonne note, c'est une responsabilité dingue. À un moment, on avait fait une répétition pour, je crois que c'est à Planet Live, il y avait tout le staff qui était venu, la maison de disques qui était venu voir le spectacle avant qu'on le joue. Et là, il y a eu un incident technique qui fait que d'un coup, il n'y a plus de basse dans la sono. Et tous ces gens qui sont pourtant des professionnels, hein, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Mais tout le monde est là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est affreux. Je dis non, mais c'est la basse qui ne marche pas. Mais on voyait bien que... Donc moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'hostilité aussi dans le groupe parce que... Il y a eu des jalousies, il y a eu des rivalités dans le... Il y a eu des rivalités parce que c'était compréhensible. Et Yarol, d'ailleurs, Yarol a adoré le bouquin. On a dîné ensemble il n'y a pas longtemps. Mais lui aussi, c'est-à-dire que les gens voyaient arriver, ils disaient mais c'est pas possible de faire Johnny comme ça. Puis Gilbert Coulier, il venait de reprendre la tournée, donc il voulait quand même réussir son coup. Il disait je peux pas arriver avec un spectacle qui est pas bien, quoi. Mais bon, Johnny validait tout ça. Et puis, mais donc dans le business, il se disait Yarol, il a jamais été directeur musical comme ça, il va pas tenir la route. Dans la boîte de prod, les gens disaient un peu non, mais on va dans le mur, il va falloir remplacer tout ça. Moi aussi, à la basse. Les gens disaient mais vous ne pouvez pas confier les clés du camion à Jiménez, il n'a jamais joué dans des zéniths, dans des stades, donc voilà, je sais qu'il y avait l'agent des musiciens américains qui est un mec très sympa, Philippe Rowe, lui il place tous les musiciens américains, il y avait dans les tuyaux, il y avait Daryl Jones qui devait me remplacer si je ne donnais pas satisfaction. Donc ça met beaucoup de pression et après c'est plus cette pression-là qu'il faut gérer pour dire comment faire pour jouer sur scène avec Johnny en inventant un jeu de scène, en étant complètement débridé. S'imposer un petit peu, jouant bien. Tout en étant quand même dans une unité. Voilà. Et donc là il fallait un déclic mental. Et ça je l'ai compris que c'est un peu une voie presque initiatique que j'ai suivie en me disant j'ai compris qu'il fallait que je connaisse le répertoire mais sur le bout des doigts pour que, à la limite, si mon esprit n'était pas là, les doigts y allent tout seuls. Vous pouvez continuer à... Voilà, donc j'ai fait des répétitions. Je repartais les soirs avec ma basse dans ma chambre d'hôtel. Et quand le show a été déterminé, je le jouais tout seul.
Et en temps réel, c'est-à-dire que je dis pas oui, bon, on coupe les refrains, c'est bon, je passe. Non, non, je le faisais. Voilà, il y a 3 couplets, je fais les 3 couplets. Comme si vous étiez durant le concert sur scène. Voilà, et après, j'ai même plus pris la basse, je me le faisais mentalement. J'étais sur le bord de mon lit et mentalement, je visualisais le truc, mais ça m'a énormément aidé parce que finalement, après, j'étais tellement au point que je pouvais commencer à faire de la musique en réalité. Ouais. Et donc ça, c'est un peu ce que je raconte dans le bouquin parce qu'il y a une équation que j'ai retrouvée très bizarre, c'est que plus les stades sont grands, plus les crash barrières sont loin. Et plus le public est loin. En plus, moi, je suis myope. Donc, quand on joue dans des petites salles, en fait, on s'accroche au regard de certaines personnes. Quand on est musicien, on voit des gens. C'est ce que Johnny disait. Souvent, il s'accrochait à 2-3 fans qui étaient là. Et des fois, on fantasme. Moi, ça m'est arrivé, alors pas avec Johnny, mais ça m'est arrivé d'imaginer, de voir un type qui ressemblait, je sais pas, moi... à Paul McCartney, disons, et je me dis, putain, il y a Paul McCartney ce soir, je vais jouer comme un dieu. C'est une construction mentale, mais ça nous aide à jouer, quoi. Et donc là, quand les stades sont grands, on peut s'accrocher à rien. Donc on est sur scène, et en plus, on joue tous avec des ear monitors, c'est-à-dire qu'on est très isolés. On peut même choisir ce qu'on veut dans le mix. Moi, je disais, tu me mets beaucoup de batterie, beaucoup de la voix de Johnny, les guitares. J'avais pas besoin d'avoir trop les instruments qui viennent un peu faire tarte à la crème, parce que moi, j'ai besoin d'être dans les fondamentaux. Évidemment, j'entendais tout le monde, mais... Et donc, on se retrouve un peu seul, alors qu'il y a 60 000 personnes. Et l'équation, elle est bizarre. Plus il y a de monde, plus on est seul. Et plus on est seul... plus on se retrouve devant son pire ennemi, c'est-à-dire une petite voix, et quand on est musicien ou je crois acteur, c'est pareil, les gens de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est un peu perturbé parce qu'il y a un autre soi-même qui vient commenter tout ce qu'on fait. Donc après, je me suis rendu compte que psychologiquement, il ne suffisait pas de connaître très bien le répertoire, mais il fallait mentalement faire taire une espèce de petite voix. Et puis moi, ma solution, ça a été de complètement lâcher prise. Je regardais des documentaires avec des oiseaux migrateurs et je trouvais ça fascinant parce que déjà ils suivent des routes sans GPS, ils vont invariablement en Afrique, ils suivent des lignes, des routes qu'ils ont ancrées en eux. Et puis ce qui m'avait fasciné, c'est que quand ils tournent, quand ils se mettent en V pour être aérodynamiques, mais ils ont remarqué, c'est pas le premier qui tourne puis ils tournent tous un peu... Non, ils tournent tous en même temps, comme s'il y avait un esprit pour tout le monde. Et intuitivement, j'ai compris comme ça, en fait, ce qu'il fallait, c'est que je sois dans le lâcher-prise et que j'ai une énorme confiance en moi. Ça paraît prétentieux, mais je pense que c'est une clé mentale qui peut aider beaucoup de gens aussi. C'est-à-dire que, il faut se faire confiance et se dire, c'est super ce que je fais. Et à partir de ce moment-là, je me sentais un peu invulnérable. Un peu libéré. Alors, j'ai pas la grosse tête pour autant. Moi, je redescendais sur Terre très facilement après. Mais... Ne pas, en fait, se regarder au moment où on fait le Puis on fait pas le malin. C'est-à-dire que quand on se sent bien... Alors, les pièges des petites voix, ça peut être aussi cette petite voix qui vous dit, bon, là, je suis bien dedans ce soir, là, je vais briller. L'entrée du prochain refrain, je vais faire une espèce de figure. Puis on y pense à sa figure, et puis on le fait. Et en fait, ça foire parce qu'on n'a pas mis les doigts au bon endroit, puis c'était pas si bien que ça. Tous les autres musiciens se retournent et puis on se sent un peu... Donc voilà, moi, je jouais dans un tel état que tout d'un coup, j'avais fait un truc, j'avais pas du tout prémédité, ça avait joué malgré moi. Je disais, putain, mais c'était super, je voyais les autres se retourner, j'espère que je serai capable de le retrouver, mais on passe à autre chose, qu'on ne cherche plus à faire les choses, on les fait, quoi. On ne cherche pas, on trouve. Sauvage, forcer les portes, les barrages, et sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, et le bruit des motos qui démarrent. Il est assez, oui, derrière, nager, il est assez. Et d'amour, mais pour allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu
la fête et les rires. Moi je veux la foule en délire. Tu n'es ta sœur, oui t'as rien d'un contact. Tu n'es ta sœur, et la feu le jour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu et voir grandir la flamme de nos yeux. Allumer le feu. Il suffira d'une étincelle derrière d'un geste. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour. Mais pour allumer. Faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu et voir grandir la flamme de nos yeux. Allumer le feu. Fred, on ne parlera pas des Beatles, un sujet, mais on va en parler quand même. Bah ouais. Un sujet qui a un peu fâché Johnny, parce que racontez-nous aussi donc cette histoire des Beatles, et puis comment vous avez eu cette prise de poste finalement au sein du groupe Voilà. avec Johnny. Bah, j'étais venu parce que Yarol faisait des promos. M devait faire l'album, enfin il avait fait l'album avec Johnny et il devait faire la tournée qui suivait. Lui, c'est lui qui a déjà donné le là hein, de faire une petite tournée. Lui, il aurait voulu même qu'il y ait encore moins de musiciens, que ce soit vraiment petit comité, mais un peu comme Paul McCartney. Ils tournent, ils sont 5 sur scène pour faire les trucs. Et voilà, donc est arrivée une émission de télé que M a refusé de faire, qui c'était X Factor, pour des questions, parce que c'était de la télé-réalité et qu'il ne voulait pas se compromettre là-dedans. Donc Yarol a dit, bah moi j'ai mon groupe, Black Minou, avec qui je jouais, voilà, Yarol, on jouait dans des bars, un peu sans arrière-pensée, comme ça on était tous des bons musiciens, mais Yarol avait dit, moi j'installe du matos dans le bar en bas de chez moi, dans le 9e arrondissement, au Lautrec, et tous les jeudis on va jouer, alors si j'étais là, évidemment je venais tout le temps jouer, il a dit, bah moi j'ai mon groupe, là, Black Minou, et puis bon, bah ils nous ont fait confiance, et Yarol a adoré ce show, et il nous a dit, écoutez les gars, je vous garde. Alors après il nous a dit, je vous garde parce qu'on a un concert RTL, et je veux le faire avec vous. Et donc moi à chaque fois je me disais bon bah j'ai joué une fois, c'est miraculeux, je viens faire un remplacement, maintenant il y a un autre truc et là c'était incroyable, ce concert RTL, c'était devant 100 personnes, on a joué 45-50 minutes, il y avait Greg Slap en plus mais pas de clavier et puis et là c'est le vrai premier concert je crois de Johnny après ses problèmes de santé et puis il a adoré, puis toutes les promos qui ont continué, il a continué à nous engager. Et puis après moi il m'a gardé avec Yarol, quoi. Et donc l'aventure a débuté finalement voilà. Totalement par hasard. Totalement par hasard. Alors c'est vrai qu'il m'aimait bien et moi j'ai toujours un look un peu Beatles parce que j'ai adoré les années 60. J'avais personne pour faire l'éducation musicale, donc c'était pas la musique de mon époque. Mais bon, quand j'étais gamin, je regardais les pochettes de disques et dès que je voyais des gens, tout le monde avait la coupe Beatles hein, dans les années 60. Ouais. Les Kings, même les Stones, ils avaient une coupe Beatles. Donc moi je me coiffais comme ça et un jour Johnny Yarol me dit
dit, oulala, hier j'étais avec Johnny, puis il a eu un coup de sang, il dit, ouais, Jiménez, c'est pas possible, il a trop une tête de Beatles, puis moi je préfère les Stones. Puis Yarol m'a dit, oulala, il a eu un petit accès de colère. Là, je me suis dit, ça y est, bon, fin de l'histoire. Je suis arrivé à la répétition, j'avais mis de la gomina dans mes cheveux, j'ai changé totalement mon look. Changé de look. Il m'a même pas pour plaire à regardé. Johnny. Mais ça, j'avais remarqué, Johnny, c'était un vrai loup, c'est qu'il regardait les gens à contre-temps. C'est qu'on se dit, il vous regarde pas, mais en fait, tout d'un coup, hop, on tourne la tête, en fait, il était en train de vous regarder. Mais enfin, ce jour-là, il m'a un peu battu froid. Moi, j'ai senti que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais. Et puis, j'ai pris mon courage à deux mains. Puis, à la fin de la répète, il allait partir. Je me suis planté devant lui. J'ai dit, écoute, Johnny, on oublie cette histoire de Beatles. Et là, il m'a regardé et il y a eu un long silence. Puis, d'un coup, il a souri et boum, il m'a donné un coup de poing amical, mais assez douloureux. Et puis là, c'est reparti. Après, je crois qu'il m'aimait bien. Et effectivement, il a dit, quand j'ai fait les essais de costumes, il a dit, Fred, il faudrait le débeatlesifier. Donc, quand je suis arrivé, les costumières étaient là. Faut vraiment te faire ressembler à Ron Wood, le guitariste. Alors, il y avait des photos de guitaristes des Stones. Puis ils m'ont habillé. Mais... Est-ce que vous avez réussi ? Moi j'étais là, j'essayais les costumes, mais en fait ils m'ont sorti plein de trucs, ils m'ont sorti une redingote. Et je dis mais ils sont fous parce que ça c'est la redingote des Beatles. Et puis ils ont gardé cette redingote et après 3 concerts, tous les fans disaient ah le Beatles. Et mais puis bon, après après il aimait bien. Ouais. Après il avait... Non mais je crois que ce qui lui plaisait c'était vraiment l'énergie sur scène et puis finalement c'était quand même assez rock'n'roll. J'ai quand même des racines assez rock'n'roll. Vous voyez bien dans mon jeu qu'il y a beaucoup d'énergie. Vous arriviez à vous capter quand même tous les deux. Oui. Après, c'était plus... mais c'est vrai que le début, c'est compliqué parce que tout le monde rêve de jouer avec Johnny, d'autant plus quand ils se disent mais c'est pas possible que ce soit Jiménez qui ait le boulot. Donc tous les bassistes un peu plus dans le sérail que moi imaginaient que j'allais être débarqué, donc ils se tenaient prêts. Et puis ils ignoraient qu'il y avait quand même Daryl Jones, pour le coup, le bassiste des Stones. Quoi. Donc là c'est assez marrant, mais bon. Donc vous avez réussi à garder votre place. Voilà, j'ai eu 4 jours d'essai sur 4 mon jours contrat. d'essai, d'accord. 4 jours d'essai et j'avais eu vrai le malheur job, de dire... J'ai eu le malheur de dire... Avec période d'essai. Ouais. Et j'ai eu le malheur de dire à Gilbert, Gilbert Coulier m'a appelé un jour, il me dit dis-moi Fred, tu joues de la contrebasse ? Moi je jouais pas de contrebasse. Je dis ben non. Ah bon, c'est embêtant parce que Johnny va avoir une séquence on-plug avec une contrebasse. Et moi je dis ah oui mais j'ai une basse Gibson rouge qui sonne comme une contrebasse. Je dis bon ok. J'appelle Yarol, je dis non c'est quoi cette histoire de contrebasse ? Fait non mais laisse tomber. Moi j'aimerais bien que ce soit plus country, que ce soit la basse électrique. Bon. Puis 3 jours après il me rappelle non j'ai eu Johnny, il tient vraiment à sa contrebasse. Rappelle Gilbert pour lui dire que tu en joues. Je dis le problème c'est que j'en joue pas quoi. Et donc j'ai quand même rappelé Gilbert et j'ai rétro-pédalé. Oui Gilbert en fait oui je joue de la contrebasse, pas très bien mais je peux pas faire du jazz, mais pour du rock'n'roll. Et donc finalement, j'ai eu 4 jours d'essai et le 4e jour, ils m'ont sorti la contrebasse. Donc à la fin du 3e jour, Johnny il a pris sa grosse voix puis il a dit « Dis-moi Fred, est-ce que tu joues de la contrebasse ?» Donc je dis « Oui Johnny. » Ok, on verra ça demain. Il sait tout faire ce garçon. Et puis le lendemain, ils m'ont amené une contrebasse. Et moi, j'en avais loué une injouable, je ne me rendais pas compte. Donc, je m'étais entraîné pendant 3 mois à jouer sur un espèce de bout de bois injouable. Et j'arrivais quand même à faire sonner. Et quand ils m'ont amené la contrebasse de location, c'était un super instrument, très très fin. Et Yarol m'a dit, tu verras, c'est comme une basse. Effectivement, c'était comme une basse, sauf qu'on la tient comme ça. C'était plus facile. J'ai appris coucher, ça n'a aucun problème. Et puis j'ai joué. Là, c'était vraiment le moment clé pour moi. C'est vrai que quand je suis parti aux États-Unis, j'avais très peur de revenir. Je me disais, c'est vraiment la loose. Si on part répéter avec Johnny, puis on est celui qui revient. Surtout qu'il a dit, le premier jour des répétitions, on a pris nos instruments. Il a dit, non, les gars. On fait une photo, c'est très important pour moi, je veux qu'on fasse une photo avant de faire une première note. On s'est tous rapprochés de lui, et c'est la photo, vous pouvez la voir, c'est une photo, on fait tous un peu le French cancan. Et juste avant qu'on fasse la photo, il dit, parce qu'il y en a un ici qui partira pas en tournée. Et donc là, je dis bon. Sur froide là. Je suis quand même le seul qui a une période d'essai en plus. Je dis waouh. Et en fait, la contrebasse, ça s'est super bien passé. Et à la fin, il m'a dit Fred, j'aimerais que tu me donnes des cours de contrebasse. Parce qu'on a fait plein de rockabilly et tout ça. Et là, ce jour-là, j'ai un peu lâché. Vous avez lâché un peu parce que j'avais très peur. Pression. Aux États-Unis, j'avais très peur. Et puis
toute la prod, je sais qu'il y avait des bruits de couloir qui disaient oui, Yarol va dégager, et puis il y a tel mec qui va arriver. Enfin, il y avait un climat comme ça, un peu malsain. Je pense que Gilbert, c'était aussi son premier spectacle. Il voulait pas se rater. Ouais. Tout le monde se disait, Yarol, il arrivait, il parlait surtout de sa bagnole, il voulait avoir une Ford Mustang, et puis les morceaux, ça passait un peu au second plan. Mais en réalité, c'est ce qu'il fallait. Il fallait prendre ça de manière dédramatisée. On fait du rock, on s'amuse de manière empirique. Alors qu'avant ça, un directeur musical, il règle tout au cordeau. Après, tel coup de cymbale, tu fais comme ça, tout est pensé. Alors c'est très joli, mais à la fin, on n'a pas ce truc qu'on voit encore les Stones, quand on les voit jouer, ça accélère, ça ralentit, mais c'est vivant, quoi. Cette communion naturelle, finalement, voilà, qui laisse place un peu à la liberté de jouer, puisque vous êtes tous des professionnels, des grands professionnels. Sûr, donc vous pouvez vous permettre cette liberté. Mais Yarol, il disait, encore le batteur, qu'est-ce que tu veux comme pattern, plutôt ci ou plutôt ça, fais ce que tu sens le mieux. C'est sûr que si ça va pas, on lui dira, mais vas-y, éclate-toi. Mais donc les musiciens ont perdu cette idée de dire, ah bon, mais je peux proposer des choses, tandis qu'avant, y a des maquettes, on écoute, on refait exactement ce qu'a fait l'autre personne ou ce qu'a fait la machine. Et voilà, mais là, il demandait à Yarol, allez-y les mecs, proposez des trucs, on fait ça. Mais c'est comme ça que ça se fait, le rock'n'roll. Puis on veut tellement aussi plaire à Johnny et que tout soit parfait, qu'on se dit si on sort du cadre, est-ce que Johnny va aimer, est-ce que ça va plaire, est-ce qu'on peut le faire? Voilà, et puis aussi ce truc de dire qu'il y a quand même les chansons de Johnny, il y a plein de grands standards, mais qu'il a joué il y a très longtemps. Donc les gens se disent toujours, tiens, on va faire la version 2014 de Que je t'aime, qui ne sera pas forcément la même. Donc on essaye de mettre l'empreinte du temps. Mais au fil du temps, le style musical, c'est même plus défini. On ne sait même plus vraiment ce que c'est maintenant. On n'imaginerait pas Johnny avec des espèces de boîtes à rythme qui font... Ça irait pas. Donc il fallait faire du rock'n'roll sans trop se poser de questions, quoi. Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Et dehors il fait chaud, et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Derrière sa fenêtre, où il s'endort
C'est la loi du plus fort. Gecko, libre dans sa tête, oui derrière sa fenêtre. Oui déjà mort peut-être. Dans votre livre, Fred, au sujet des fans qui nous écoutent, au sujet des auditeurs de la radio 100% Johnny, vous avez une très belle phrase. Je cite: « Derrière les apparences, quelque chose de très profond les reliait à Johnny, quelque chose qui les dépassait et dépassait également Johnny. » Oui, tout à fait. Cette phrase est magnifique. Ah, bah merci. Ouais. Dites-nous, Johnny, son public, vous, votre, ce que vous avez pu ouais, observer et ressentir. J'ai ressenti un énorme élan d'amour. Donc moi je suis pas baptisé, je suis pas spécialement religieux, mais quand je vais dans les églises, je sens qu'il y a une énergie, il y a quelque chose, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans la ferveur des gens par rapport à Johnny. Il y avait énormément d'amour là-dedans. Quand on est musicien, accompagnateur, et qu'on commence à accompagner des chanteurs différents, on se rend compte que chaque chanteur draine un type humain très particulier. C'est vrai. Il y a des gens qui ont des publics dépressifs, ou des gens un peu solitaires, ou des gens comme ça. Ouais. Et les gens de Johnny étaient mus par quelque chose de très touchant. Et j'ai trouvé. Et après, quand j'ai commencé à réaliser ça, pendant la balance, je me suis rendu compte que le mot amour, on pourrait s'amuser à le faire, mais j'ai commencé à focaliser là-dessus. Et en fait, le mot amour est prononcé un nombre de fois incalculable. Et Johnny, par exemple, il fonctionnait vraiment avec le public. C'est-à-dire qu'il avait vraiment le trac avant de monter sur scène. Si on regarde bien, on a cette espèce de grand blond qui est beau comme Apollon, quoi, et qui arrive et qui va vivre plein d'aventures sur scène. Il va tomber par terre, il chante l'amour, les peines d'amour, mais ça a un écho par rapport à tout le monde, quoi. Donc finalement, je me suis rendu compte, en fait, tout ça est très, très positif, très écuménique, dans le sens ça rassemble tout le monde, c'est un point commun, et je trouve qu'on l'a vraiment vu aux obsèques de Johnny, parce qu'il y a une espèce de communion tellement forte. Mais moi ça m'a pas surpris, parce que évidemment même Johnny, je le voyais avec Robin, des fois ils ont des bagues avec des têtes de mort et tout ça, ça va un peu à contresens de ce que je peux raconter, mais disons derrière les apparences, c'est pour ça que je dis derrière les apparences, en fait c'était une communion beaucoup plus profonde, et je pense qu'il a fait énormément de bien à beaucoup de gens. Et puis oui, il avait dit à Rémi Bouet, qui fait le fan club officiel de Johnny, il dit: ok, tu vas t'occuper de mon fan club, mais tu prends pas mon public pour un con. Et il a eu toujours énormément d'importance. Et c'est ça que je voulais dire un peu dans le bouquin, c'est que je trouve que Johnny était très respectueux de son public. Il voulait leur offrir toujours le plus beau, le meilleur spectacle. Et il paraît que dans les loges avant le Stade de France, il se regardait dans le miroir, puis il disait: mais faut être con pour se mettre dans des situations pareilles, parce qu'il avait le trac. Il montait pas sur scène en disant: bon allez, j'en ai rien à foutre. J'ai des années, voilà. Je suis le meilleur. Non, pas du tout. Et là, quand on joue au Stade de France, on voit tout d'un coup les publics VIP qui sont faits effectivement d'hommes politiques, de gens, mais qui vont pas regarder le concert ouais, ils vont regarder un petit peu, mais en fait ils sont pas du tout dedans comme peuvent être les fans. Ils sont pas au concert pour les bonnes raisons. Non. Et après on les voit, ils font la queue pour aller parler avec Johnny, ils disent: c'était formidable et tout ça. Johnny était pas dupe. Johnny, il envoyait, je sais qu'au premier concert à Los Angeles qu'on a fait après les répétitions, il a envoyé des hommes de main à lui, parce que tous les flagorneurs du show business qui ont passé le temps à boire du champagne, ils disaient: c'est extraordinaire, puis ils n'ont pas vu. Ils savaient très bien que ces mecs-là, ce qu'il faut en penser. Il envoyait des gens à lui, dans le public, aller se mêler aux fans, avoir les oreilles qui traînent, pour savoir exactement, parce que lui il veut faire des ajustements, et ça m'avait vraiment touché, parce qu'après le premier concert à Los Angeles, il y a un gars à lui qui est venu me voir, moi et Greg, il a dit: ce soir Johnny dans les loges, il a dit, il y avait un bassiste et un harmoniciste sur scène. Mais parce qu'il avait envoyé les gars dans le public, alors qu'est-ce que vous pensez quoi du petit nouveau, machin bidule, enfin tu vois, il avait vraiment besoin de... Il avait vraiment confiance. Voilà, il faisait vraiment le spectacle. En la vie du public, de son public, voilà. Qui beaucoup plus que finalement... Il y avait un lien très très fort entre lui et les gens, et un lien vraiment fait d'amour, avec que des vibrations positives, et j'étais invité à par Rémi Bouet, comme ça, des conventions
expositions, j'ai signé des livres et je rencontre les fans. Et c'est exactement ce que je ressens. Je ressens une grande famille, mais de gens, mais vraiment, vraiment touchants, un peu sans chichi comme ça. D'ailleurs, beaucoup d'artistes, de chanteurs étaient jaloux du public de Johnny. Le rapport que Johnny avait avec son public, cet amour qui est quand même très particulier, inconditionnel. Et c'est bien effectivement de le souligner, de dire que c'était... on le voyait bien, parce que moi, par exemple, il y a certains artistes que j'ai pu accompagner, tout d'un coup on rencontre les fans, ils vous tombent dessus, vous lui direz ci, vous lui direz ça, sa dernière chanson c'est pas bien, puis allez me faire signer ses affiches dans les loges, et ci ou ça, et puis on se retrouve, moi comme je suis un gentil, je me retrouve des fois, l'artiste que j'accompagne, je me retrouve avec des bouquins, des trucs à devoir lui faire signer, avec des gens assez agressifs. Les fans de Johnny, je les ai vus la première fois à Montpellier, devant l'hôtel, je regardais par ma fenêtre, il y avait des crash barrières, et des gens qui étaient là, et qui attendaient peut-être 5 heures. Ils ne savaient pas quand Johnny allait arriver. Et puis il arrivait, Johnny leur faisait un petit coucou, ils s'engouffraient dans l'hôtel. Donc je suis allé un peu parler avec ces gens, et c'était dingue, parce qu'ils me voyaient arriver, et ils me branchaient même pas. C'était dingue parce que souvent les fans ils sont un peu agressifs, allez viens ici on va faire une photo, tandis que là je les ai trouvés tellement respectueux, tellement touchants. Puis après quand je parlais avec eux, je voyais des gens qui prenaient des congés sans solde, qui venaient, puis aussi l'organisation de ceux qui plantaient les tentes pour venir. Donc il y avait une organisation qui faisait que, évidemment, le premier arrivé pourra choisir sa place. Les vrais fans, en fait, c'est pas forcément d'être devant Johnny. Mais le premier arrivé choisira. Peut-être qu'il y a un mec qui dit, mais moi je vais faire 10 concerts, mais je vais en faire un, je vais être devant Robin. Donc voilà, il réserve sa place devant Robin. Mais évidemment que quand on ouvre les portes d'un zénith ou quoi, tout le monde commence à cavaler pour aller prendre la meilleure place. Et des fois, les gens, ils sont venus en caravane, c'est peut-être pas des gens un peu âgés ou qui n'ont pas la santé, ils peuvent pas courir et puis ils se font coiffer au poteau. Mais là, il y avait un service d'ordre qui disait non, toi t'es gentil, c'est machin là-bas. Qui était arrivé en premier, donc tout ça était très bien organisé. Entre fans, il y avait un respect, voilà. Aussi entre fans. Alors il y avait toujours 2-3 abrutis qui n'étaient pas au courant du truc et puis qui se barraient en courant pour prendre la meilleure place, mais ils tenaient pas longtemps. Mais finalement, comme tous les fans se connaissaient, puisque c'est vraiment toujours les mêmes qui venaient voir les concerts de Johnny. Puis le public a été un peu élargi par la suite, bien entendu, puisqu'il y avait une tranche d'âge. Après, c'est transgénérationnel. Voilà, tout ça. très large. Mais c'est vrai que cet amour du public envers Johnny avait créé aussi beaucoup de jalousie. Oui, mais je pense que c'était parce que c'était sincère, parce que c'était l'élan du cœur, et Johnny s'était dévoué à son public. Il était devenu, le dit bien Bertrand dans sa préface, un peu que Jean-Philippe Speth à un moment est devenu Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday, ça pouvait avoir de sens que s'il se mettait au service des gens, quoi, qui fasse un espèce de presque de sacrifice de sa vie pour ça. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien. On ne peut pas expliquer Johnny autrement. Son rapport avec le public, il y a quelque chose qui dépasse effectivement tout le monde, quelque chose de très très fort, quand on dit relié, dans relié, il y a religion, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un côté un peu christique avec Johnny, un peu, on dit souvent, Johnny est un dieu pour son public, ses fans, mais c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Puis j'avais regardé un peu, parce qu'avant qu'on soit dans des religions catholiques monothéistes, avant on avait les figures de l'Antiquité, de la mythologie. Et en fait, justement, il y a Dionysos, on voit, c'est un peu le capitaine Haddock, c'est un mec qui boit tout le temps, qui voit la vie comme ça. On a Aphrodite. Aphrodite, c'est Marilyn Monroe. Quand on aime Marilyn Monroe, en fait, on se raccroche à des archétypes de type humain qu'on retrouve dans la religion. Et Johnny, c'est Apollon, parce qu'Apollon est un dieu solaire qui charme tout le monde avec sa voix, qui est représenté avec une lyre et qui est super beau. Franchement, Johnny, on le voit avec sa guitare, il est super beau, il a une voix incroyable. Et je pense que ça devient un espèce d'idéal vers quoi on aimerait tendre. Et là, on tend vers quelque chose de beau. On n'est pas en train de tendre vers une figure un peu obscure, un peu ténébreuse ou quoi. Johnny, c'est rayonnant, c'est lumineux. Et... Même dans ces périodes sombres, Johnny gardait ce rayonnement, cette beauté, cette voix, tout ce qui fait Johnny. Je crois que c'était aussi un peu malgré lui, mais en fait je pense qu'il est allé dans ce sens-là dans sa carrière, et effectivement il a semé des graines d'amour, et on le ressent encore maintenant. Là, c'est vraiment touchant, là, quand j'étais à Montmartre, là, cette signature, et je voyais tous ces gens, quelque part, ils continuent encore maintenant.
à être le trait d'union en toute une énorme famille comment dire, on s'en fout des origines sociales ou quoi que ce soit. À un moment, j'ai senti vraiment une vraie fraternité, quoi. Et ça, je me dis, ça, c'est le vrai effet de Johnny. Et ça, c'est un effet qu'effectivement, les gens peuvent le jalouser, mais c'était comme ça. Hein. Enfin, c'était lui, quoi. Et malgré tout
Alors, on va revenir sur la coiffure, parce qu'on va parler du coiffeur Mathieu, Ouais. qui est un véritable personnage dans le livre, Oui, moi, il personnage m'avait fasciné. important. Ouais, ouais. Alors, racontez-nous, Fred, de quoi il s'agit avec Mathieu. Donc, Mathieu qui a été le coiffeur de Johnny Bien sûr, et puis des années. le coiffeur de plein de stars. Bon, c'est un Aussi. mec que j'ai adoré, mais tellement fantasque, parce que en fait, il avait un don incroyable pour couper les cheveux, mais même lui aussi, il était un peu dépassé par ce don. Et donc, c'est vrai qu'il avait l'habitude de beaucoup boire. Moi, je regarde des fois, avant de me coiffer, il coiffait très vite, mais il voulait peut passer 3 jours à vous regarder comme ça. Et après, d'un coup, il boit une grosse rasade, il fonce dessus, bam, 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 il donne 3 coups de ciseaux, et les cheveux, ils sont très bien coupés, puis ce qui est saisissant, c'est qu'ils repoussent bien. Ouais. Tu sais, des fois, on peut avoir des coupés à sec et tout ça, et donc ça m'amusait beaucoup ce contraste de ce type qui est... Alors après, je lui avais demandé, mais il m'a dit, mais tu sais, moi en fait, j'étais à l'armée, ils ont dit, est-ce qu'il y a un coiffeur? Il a levé la main, il n'était pas du tout coiffeur. En fait, il s'agissait de tondre les appelés, les mecs, ils arrivent à l'armée, il a appris le maniement de la tondeuse, et puis c'est devenu un espèce d'art de vivre, c'est-à-dire qu'il avait ce don. Et en même temps, il s'est rendu compte que quand on est coiffeur, socialement, dans la vie de la caserne, eh ben, on est au courant de tous les petits secrets, on peut faire... Et puis ça continuait un peu comme ça, il était au courant. Lui, dans l'organigramme, il y avait 300 personnes sur la route quand on faisait les stades, et l'avion contenait 8 personnes. Ben, il était toujours dedans. C'est-à-dire que dans l'organigramme, moi, je me suis rendu compte que l'image est tellement importante que le coiffeur et le maquilleur. Le coiffeur et le maquilleur sont plus importants que des musiciens, hein, même. Hein. Donc à un moment, ça m'a donné à réfléchir. Et après, oui, c'est vrai que c'est un personnage attachant, un peu, évidemment... un peu bordélique. Je raconte un moment qu'effectivement on jouait au Royal Albert Hall, et donc comme il est quand même un peu bordélique, il a un sac, il met tout en vrac, il part comme ça. Ça lui arrivait des fois dans les chambres d'hôtel de se réveiller à la dernière minute. Il se levait, il mettait ses habits, il partait, il laissait son ordi, toutes ses affaires, il arrivait à l'air de rien, puis après il se les faisait rapatrier à prix d'or, parce que c'est un mec comme ça, il est hyper entier, un peu comme Johnny. Dans l'instant. Dans l'instant. Ouais. Et ouais, j'ai compris son don pour la coiffure quand j'ai compris qu'il avait la main verte. Parce que j'ai vraiment sympathisé avec lui. Un jour, je suis allé chez lui et j'avais remarqué qu'en tournée, il prenait toujours des boutures sur des plantes, il les gardait. Et chez lui, il avait un petit appartement, mais une terrasse gigantesque avec plein de plantes. Et en fait, il bichonnait ses plantes. Et je me suis dit, ah oui, en fait, il y a un lien. En fait, il taille les cheveux comme on taillerait des buissons. Et c'est vrai que c'est saisissant, comme ça repoussait bien, quoi. Et alors, il y a une formidable anecdote que vous racontez dans le livre. Un jour, Johnny voulait pas se faire coiffer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coiffé tout seul? Alors, il a interdit, voilà. Il faisait, non. Il a refusé de se faire coiffer et faire une teinture. Ah, c'était une émission très importante, je sais pas, journal de TF1, 20h pour annoncer la tournée. Et Mathieu, il a dit non, interdiction de rentrer dans sa loge, il s'en occupe tout seul. Et puis après, évidemment, il est arrivé à l'antenne, il avait complètement foiré sa teinture. Johnny avait fait sa teinture tout seul. Oui, il avait fait sa teinture tout seul, il s'est coiffé. Et donc là, après, le lendemain, Mathieu me racontait qu'il était dans l'avion. Et puis, évidemment, Johnny lisait tous les commentaires. Hein, quand son public était tellement important qu'il lisait. Puis, il voyait que les gens parlaient tous de sa coupe de cheveux, de sa teinture. Mais qu'est-ce qui lui arrivait à ses cheveux? Et personne n'avait percuté qu'il annonçait une tournée. Alors, de très mauvaise foi, il appelait « Mathieu, regarde !» Et puis Mathieu, il faisait lire tous les mauvais commentaires de coiffure. Mais bon, Mathieu disait, ouais, mais t'es quand même gonflé parce que... Mais bon, on pouvait pas lui dire ça. Mathieu disait, oui. Puis en fait, il faisait genre, c'est de ta faute, quoi. Alors, vous parliez de l'avion. Donc, Johnny, quand vous étiez en tournée, lui voyageait en avion. Oui. Il avait son avion privé. Oui. Et alors, c'était une récompense d'être dans l'avion de voilà. Johnny? Être dans l'avion de Johnny, ouais, moi j'ai vu certains musiciens des fois, moi j'y suis monté aussi, mais quand on était invité dans l'avion, c'est-à-dire j'ai eu cette lecture-là, après moi peut-être que c'est un peu subjectif, mais je voyais ça un peu, vous avez une tournée de 300 personnes, puis ce serait un peu l'oiseau de métal, c'est-à-dire être dans l'avion, parce que dans le bureau de prod, on est là. La vraie question, c'est bon, il décolle à quelle heure l'avion? Il arrive à quelle heure l'avion? Parce que des fois, ce qui explique à un moment quand il a joué à Saint-Étienne et qu'il a dit bonjour Clermont-Ferrand, mais lui, son aérodrome, il était à Clermont-Ferrand, il n'avait pas à Saint-Étienne. Donc, il avait atterri à Clermont-Ferrand et puis après, il a pris une bagnole, puis il s'est retrouvé à Saint-Étienne. Et j'en disais, il ne sait même pas où il est. Mais enfin bon. Et donc voilà, du coup, monter dans l'avion, ça pouvait être vécu comme une sorte de privilège, quoi. Et j'avais remarqué que les musiciens, des fois, quand ils montaient dedans,
Après, ils arrivaient, donc on arrive un peu comme une fleur. Nous, on est là, on est arrivé en train. Ça fait déjà 2-3 heures qu'on est dans la salle, en train de manger des cacahuètes. Et là, d'un coup, on voit le mec qui arrive. Il nous adresse pas la parole, il s'habille, et puis il est là. Et puis moi, je suis allé dans l'avion. J'ai été dans l'avion de Johnny, c'était l'ultime récompense. C'était une récompense dans l'avion de Johnny. Je pense que c'était une récompense. Puis il y avait, alors je voyais surtout dans le bureau de prod, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui auraient rêvé d'être dans l'avion, parce que je sais pas ce qu'ils s'imaginaient. Moi, j'y suis allé. Et d'ailleurs, je pense que Johnny aussi est un peu. Des fois, c'est un peu effrayant, ces avions. C'est des petits trucs et qui sont des vrais tape-cul. Hein. Il est trous d'air. Enfin bon, c'est bien, mais en même temps, on se dit waouh, j'espère qu'il va pas s'écraser. Quoi. Alors, il se passe quoi dans l'avion de Johnny? Johnny fait quoi? Johnny, il écoute de la musique, il dort. Qu'est-ce qu'il fait, Johnny, dans son avion? Voilà, il y a 8 places, il y a 2 carrés. On est curieux. Il y a 2 carrés de 4 places. Donc déjà, on peut être dans l'avion, mais il faut être dans le carré de Johnny. Moi, quand j'y suis allé, il y a 2 places face à face, l'une à côté de l'autre, comme ça, avec le couloir au milieu, puis derrière des gens. Non, mais c'est un peu relax, il se passe rien de si rien spécial. D'extraordinaire, finalement. Mais je pense qu'un peu dans lui, c'est plutôt tout ce que les autres fantasment sur l'avion. Bon, après, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai pris, c'était quand on a fait cette émission de radio, l'émission de télé... Energy Music Awards. Et donc on était venu la veille pour faire les réglages de son, puis le soir on a joué, et puis il faut savoir qu'on était à Cannes, mais on repartait de Nice, et Nice on ne pouvait pas décoller après 23h. Il n'y a aucun hôtel de prévu pour Johnny, la prod nous avait dit c'était en direct, vous passez à 22h, donc à 22h10 vous partez, vous avez largement le temps de reprendre votre avion. Évidemment, il y a eu beaucoup de retard, et on a vu le moment où on n'allait pas pouvoir redécoller, sauf qu'il n'y a même pas d'hôtel pour Johnny, donc c'est donc là il y a eu un gros stress, et donc on a quitté la scène, on est monté dans des voitures, on avait des gendarmes à moto qui ont fait qu'on a tracé. Normalement, on met à peu près une demi-heure pour faire le palais des festivals à l'aéroport de Nice. Et là, on a fait 11 minutes, on est passé tout droit, mais même moi, j'avais encore ma base, j'ai même pas eu le temps de mettre ma ceinture. On est parti comme ça, on est arrivé, là, même le pilote, il nous a pris nos affaires, il les a mis dans l'avion, à 11h moins 5, on a décollé. Là, à l'aller, on avait des Niçois qui disaient oui, il y a un mec qui fait des pambagnas, les meilleurs de Nice, mais un espèce de boui-boui au bord de l'eau. Les pambagnas qu'on mange à 5h du matin, ils sont forcément délicieux après une super soirée. Ouais. Donc là, bon, et Johnny, comme il avait entendu ça, il avait envoyé le personnel navigant nous en acheter un à chacun. On a mangé ça, on avait le vent dans le dos, on a mis 35 minutes pour faire Nice-Paris. Ouais. Et moi, comme j'habite au nord de Paris, une hôtesse m'a dit, est-ce que vous voulez un taxi? On vous commande un taxi pour rentrer chez vous? Je dis, ben oui. Je suis sorti au Bourget. Là, évidemment, il n'y a même pas de... On passe aucun portillon, rien du tout. Je suis descendu, boum, un taxi m'attendait. Et 15 minutes après, j'arrivais chez moi et l'émission n'était même pas finie. Ma femme était en train de se brosser les dents. Je dis, c'est quand même hallucinant. Il s'était passé 45 minutes entre elle me voyait à la télé et j'étais à la maison. Je veux dire, donc bon, après, c'était le quotidien de Johnny, ce genre de choses. Ouais. Mais lui, il détestait dormir à l'hôtel. Johnny, il avait cette simplicité, vous parliez d'acheter des pambagnas, mais il aimait ce côté justement, on va manger à une baraque à frites, il était comme ça, Johnny. Et puis j'ai vécu un vrai moment de fraternité aussi, c'était à une fin de tournée, peut-être c'était la fin de la tournée d'été du Born Rocker Tour, non, la tournée 2012, on a fini, je ne sais plus où, c'était peut-être à Nice ou une ville comme ça, non pas Nice, mais enfin dans le sud, et puis toute l'équipe est allée manger dans un petit restaurant, et il y a des musiciens, mais c'était peut-être Nice justement, bon je sais plus, mais il y a des musiciens qui sont arrivés, italiens, et on a chanté tous des chansons, je me souviens plus comment, on était tous ensemble, et c'est des moments qu'il avait adoré quoi. Ouais. On chantait tous t'es basse, nanana, et là on était tous à tue-tête, et en fait les trucs un peu sans chichi comme ça, on le sentait qu'il était vraiment heureux. Qu'il était lui-même et qu'il était... Ouais. Et en même temps, c'était un mec assez sophistiqué. Hein. Je crois qu'il avait quand même aussi tous les codes de bienséance. C'était pas un... Il avait plusieurs facettes, il était un peu caméléon. Il savait s'adapter aux personnes, aux lieux. Oui, exactement. Mais là, je l'avais senti vraiment heureux. Ouais, on avait passé une super soirée. Il était à la table derrière moi, puis après on a bougé les chaises, puis on chantait tous à tue-tête en ayant bu un verre. Et franchement, là, c'était vraiment génial, quoi.
Alors, dans votre livre, donc on va rappeler, Fred, votre livre qui est sorti, Johnny H et moi. Formidable livre, vraiment, il faut le lire, il faut vous le procurer, il faut l'avoir. Voilà, c'est un livre indispensable quand on aime Johnny. Donc dans ce livre, il y a un autre moment où j'ai beaucoup ri, c'est au Stade de France, le premier soir. Racontez-nous. Quand je me suis perdu, là. Ouais. Quand vous vous êtes perdu. Ouais, oui. c'est ça, parce que les stades, pour les remplir, il faut tellement de temps. Donc il y avait quand même pas mal de premières parties, puis on a toute la pression qui monte, puis je crois que c'était l'anniversaire de Johnny en plus. Oui, moi j'observais, donc j'étais toujours un peu en mode effectivement. observateur, et je regardais les VIP, et puis j'avais ma femme et des invités, puis ils étaient très bien traités. Hein. Quand on invitait des gens, moi à Genève j'ai invité des gens de ma famille, ils ne me parlaient pas du concert, mais on était juste derrière Laetitia, et tout. Oui, bon, sinon c'était bien la musique. et donc là, bon voilà, puis j'étais en train de regarder tout ça, et puis... à un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit bah tiens, je vais aller voir ma femme et mes invités avant le concert. Mais ça, c'est des réflexes de petite salle. C'est-à-dire que quand on joue dans des salles pas très grandes, on se barre des loges, on va dans le public, on va faire ci ou ça. C'est rapide, et voilà, puis on revient moi, comme un backstage. idiot, c'était à 1h30 du concert, je dis ouais, tiens, je vais aller voir. Mais en fait, je suis sorti comme un idiot, j'ai laissé mon téléphone portable, mon passe, et je me suis retrouvé à passer dans une porte. Et là, je dis, c'est où? Et en fait, c'est tellement grand le Stade de France que la tribune machin. Alors, je marchais, je disais aux gens, mais les trucs VIP, c'est où machin? Alors, il y a des mecs qui m'indiquaient. Finalement, j'ai trouvé, mais ça a pris un temps fou. Et à ce moment-là, quand j'ai voulu passer, le mec m'a dit votre passe. Je dis merde, mon passe. Je l'avais laissé dans mon sac avec mon téléphone portable. Et en fait, j'ai commencé à être en panique totale parce que j'avais aucun moyen impossible de d'appeler le rejoindre régisseur, les loges. incapable de retourner dans les loges. Mais de toute façon, dans les loges, il y aurait eu un videur qui ne m'aurait pas laissé rentrer. Et j'aurais même pas pu appeler le... Donc j'ai commencé à être pris de panique. Donc j'ai commencé à courir partout, à essayer des portes, tout ça, me faire virer par des mecs. Je leur expliquais mon problème. Je dis, mais je suis musicien de Johnny, mais ils n'en avaient absolument rien à foutre. C'est bon, allez, dégage. Et j'ai même sorti du stade. Et à un moment, c'est vrai que ça m'a effleuré l'idée. Je dis, mais putain, on joue dans 45 minutes, si ça se trouve, je ne serai pas sur scène, quoi. Donc, faute grave énorme. Et je suis carrément sorti de l'enceinte du stade. Et là... parce que j'ai tout essayé, et là j'ai vu, j'étais sur des escaliers, et j'ai dit, ah mais c'est l'entrée du parking. J'ai reconnu le parking, parce qu'on était venu avec le bus des musiciens, on avait rendez-vous à Paris, et j'ai vu le parking. Alors là je suis parti en courant, mais comme une flèche, je suis rentré dans le parking, et là je suis passé tout droit, je montre qu'il y a peut-être des mecs, ils ont dû dire, eh oh, je suis passé comme ça. Puis les parkings aussi étaient gigantesques, et une fois que j'étais dans les sous-sols, c'est tellement grand, mais là gros coup de bol, j'ai commencé à voir des trucs, et là j'ai commencé à stresser, et je suis arrivé dans les loges, j'étais en nage, et puis on était à une demi-heure du show ou quoi, et j'ai juste eu le temps de me changer, puis après on est repassé par les couloirs dans lesquels je courais comme un dératé, et là on avait une haie d'honneur, parce que les loges, elles sont faites pour... les loges, c'est les vestiaires. Et les vestiaires sont tout près de l'entrée du stade. Les gens, on sort... Mais là, comme on rentrait à l'autre bout, on jouait en fond de scène, il fallait marcher, mais 300 mètres dans des couloirs, comme ça, tous en tenue. Et ça c'est un moment que j'ai adoré, parce qu'on a Gilbert Coulier, on a Johnny, on est là, on marche, on est tous en tenue. Puis on ne sait pas, c'est long. Et il y a tous les machinistes, tous les camionneurs, tout le monde est là, en rang. Ils nous font une haie d'honneur, et chaque mec nous fait un check. Allez, mais avec une vraie pression. Donc on est là ensemble. Dans l'arène. Puis moi, d'autant plus, j'avais le cœur qui battait avec. J'avais ça se trouve, quand je me disais, j'ai failli rater ça, quoi. Et du coup, après, pas de petite voix. Là, pas de petite voix. Et là, je suis arrivé. D'un coup, on découvre le stade. On attendait qu'il fasse nuit, comme ça se jouait le 15 juin. Donc les nuits sont très courtes. Donc là, c'est la tombée du jour. Il y a une clameur de stade. Et c'est là qu'on comprend aussi l'énergie de Johnny. C'est que c'est tellement puissant quand vous arrivez sur scène et que vous avez cette attente des gens, cette communion, en fait. Tous les gens qui ont le même rêve, qui y croient tous en même temps, bah oui, c'est un peu comme dans une église. Moi, j'adore visiter les églises. Mais vide, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, il faudrait voir des églises avec tout le monde qui balance des pensées, parce que tout a été construit avec des règles mathématiques dans l'architecture pour que les pensées soient transcendées. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et effectivement, ça devient magique. Donc, il y a une vraie connexion... mentale et scénique entre Johnny et vous. Oui. Vous l'avez
Oui, parce Vous que l'avez ressenti moi j'ai de ressenti cette que je façon? pouvais communiquer avec lui parce que je pense que c'était l'endroit où il était le plus heureux. Après, j'ai été un peu admis des fois. Alors évidemment, il y a plusieurs cercles comme ça. Il y a le premier cercle où beaucoup de gens, il y a un premier cercle, un deuxième, puis après les autres. Et ceux qui sont dans le deuxième cercle rêveraient d'être dans le premier, mais c'est un peu comme dans l'avion, c'est qu'une fois qu'on s'y retrouve, c'est pas si extraordinaire que ça en fait. On a un Johnny qui est un peu taiseux. Après les concerts, il voulait toujours organiser un dîner. S'il repartait pas en avion, parce que c'est un peu la mode des années 60 ou quoi, on fait un concert mais on va pas se coucher tout de suite, on va se coucher quand le jour se lèvera et on va faire des bouffes. Sauf que Johnny quand même, une fois qu'il a joué 2-3 heures sur scène, il se retrouve à un dîner, on va pas attendre de lui non plus qu'il fasse l'ambiance et tout ça, il était quand même Bien un sûr, peu fatigué, taciturne. Et puis c'est pas un naturel très expansif. Et c'est moi l'anecdote que j'aime bien dans le bouquin, c'est quand on est à Los Angeles, j'ai passé le test de la contrebasse et tout ça, et je me disais mais ça, je voyais tous les autres musiciens qui étaient là, ils parlaient, ils rigolaient avec lui, je disais mais merde, moi j'y arrive pas, et je trouve jamais rien à dire. Alors dans ma chambre d'hôtel, je dis ouais, je vais lui parler de ci, je vais lui parler de ça. J'avais des phrases toutes faites, je passais des journées en me disant ah c'est le moment, je lui dis. Puis à un moment on est un peu seul dans des loges, je sors ma pauvre phrase, un mec arrive, hey Johnny, dis donc, t'as vu la dernière bagnole machin, donc et j'étais vraiment dépité de voir comme tout le monde y arrivait, pas moi. Et un jour, on a fait une pause, il faisait hyper chaud, on s'est mis on est sorti de ces grands hangars, et puis on était dehors, on prenait un peu l'air, et puis j'étais assis sur un muret, et Johnny est venu s'asseoir à côté de moi, j'avais pas du tout calculé. Et depuis que j'étais arrivé à Los Angeles, ils avaient tous des tennis, mais sans lacets. Et je sais que moi, depuis le début, je les voyais, les mecs me parlaient, je me disais, mais comment elles tiennent leurs chaussures? Et après, Johnny s'assoit, et là, j'ai même pas réfléchi. J'ai dit, mais comment elles tiennent tes chaussures? Puis il a fait, regarde. Et puis là, il m'a montré, il y avait des scratchs sur les côtés. Je me suis dit, ouais, je suis vraiment con, j'aurais pu y prendre. Mais moi, ça m'obsédait, ça faisait 3 semaines que je me posais la question. Et bon, fin de l'histoire, je me dis, je suis vraiment un con. Et puis, le lendemain, évidemment, on lui a dit de venir à 16h, il a dû arriver à 13h. Et puis, il arrive avec des bottes, mais qui montaient au-dessus du genou. On aurait dit un peu Francis Lalanne, comme ça. Et puis, je le vois arriver avec ses bottes, avec cette grosse chaleur. Il fonce droit sur moi. Il pose son pied sur la chaise. Il fait, Fred, t'as vu mes boots? Je dis, ah ouais, elles sont belles. Ouais, non, mais regarde, t'as vu, il y a des lacets. Donc, c'était des bottes avec des lacets, quoi. Et il me dit, non, mais regarde, sur le côté, j'ai une fermeture éclair. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Après le soir, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je le crois pas. En fait, il a passé la journée avec ses bottes, parce qu'après, il faisait hyper chaud. On était tous là en nage, et là, il n'avait plus des baskets. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que moi, j'ai essayé de briser la glace avec lui. Comme ça, il s'est sorti dans un élan du cœur. Il s'est dit, tiens, je vais continuer ça. Et il s'intéresse aux chaussures. Tiens, je vais mettre ses bottes, ça nous donnera. Alors après, il m'a dit, oui, tu sais, je les ai achetées chez Bootstar. Tu sais, Bootstar, tu prends Sunset, machin. Puis il m'explique tout le chemin pour y aller. Donc je faisais semblant de... Je dis, ah oui, d'accord, ok. Et en fait, on avait un jour off avec les musiciens. On était à un feu rouge et on était devant un magasin Bootstar. Je dis, putain, mais c'est le magasin de Johnny. Donc on est allé jeter un coup d'œil. Puis là, on s'est rendu compte... la première paire de chaussures, je crois qu'elle était à $6 000, un truc comme ça. Finalement, votre timidité, votre sensibilité, vous aviez la même avec Johnny. Mais je crois, ouais. Et c'est pour ça que vous avez eu cette connexion aussi sur scène. Ouais, je pense aussi. Sans finalement faire de grands discours Bien sûr, ou avoir de grandes conversations. Voilà, toute proportion gardée. Parce que des fois, avec les gens, presque vaut mieux... la qualité du silence en dit bien plus long. Un silence qu'on peut partager. Complètement. On dit bien plus long que des phrases. Et puis c'est quand même le show business, c'est bourré de gens qui sont des beaux parleurs. Mais les escrocs, on sait, c'est souvent des gens qui vous embobinent parce qu'ils vous racontent des super belles histoires. Mais je pense que Johnny n'était pas dupe de tout ça. Et je pense que finalement, mon côté gauche, ça avait dû le toucher. Parce que quelque part, il était un peu comme ça. Il se retrouvait un peu... oui, parce qu'il avait souvent la langue qui fourchait. Je crois que c'était un grand sensible, un grand émotif. C'est-à-dire il n'aurait pas pu incarner ce personnage-là qu'il était s'il n'était pas il n'avait pas une grande sensibilité. Et c'est vrai que sous le coup de l'émotion, des fois, il pouvait dire un mot pour un autre, ce qui a fait que les Guignols se sont largement foutus de sa gueule, alors que c'était un mec très très fin, très intelligent, mais c'était tellement facile de dire, il a sa langue qui a fourché, donc c'est forcément un bonnet et tout ça. C'était pas vrai. Donc votre job un jour touche à sa fin. Ouais. Et Johnny vous dit,
une autre phrase très belle. La fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah, ça explique ça, ouais. Pourquoi est-ce qu'il vous a dit ça? Derrière, il y avait quelque chose, évidemment. Oui, alors oui, derrière, il y avait quelque chose. Alors, mais cette phrase était profonde parce elle était valable. Alors, quand on a fait la tournée 2012, qui était avant le Born Rocker Tour, on a tout joué tout 2012, et puis la tournée était finie, on n'avait rien de prévu. Et moi, évidemment, je me disais, faut que je remercie Johnny du cadeau qu'il m'a fait de jouer avec lui, il faut que je dise quelque chose. Et donc, je guettais un moment, et puis finalement, dans les loges, l'avant-dernière date, je savais bien qu'à la dernière date, il y aurait tous les gens qui descendraient de Paris, qui seraient inaccessibles. Donc, je ratais tous mes plans, et d'un coup, à l'avant-dernière date, boum, j'observais sa loge, je vois que tout le monde sort, je dis, tiens, ça là, il est seul. Donc, je frappe à sa porte, il me fait rentrer. Et puis je lui dis, écoute Johnny, voilà, demain c'est la dernière date, je voulais te témoigner que c'est vraiment génial, j'ai vécu une année extraordinaire, parce que là c'est fini, et tout ça. Et là il est parti, et je suis resté tout seul dans la loge, je ne sais pas ce qu'il est allé faire, je me suis senti très bête, j'ai même à un moment je me suis dit, je pars, quoi. Et puis il est revenu, et puis là de nouveau il y avait un long silence pesant, on s'est assis, puis on était tous les deux en grand silence, et il m'a dit, tu sais Fred, la fin de quelque chose c'est le début d'une autre. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, la fin, c'est un début. Et bon, je suis sorti de la loge. Et puis le lendemain, on a tous mangé. Après le concert, il y avait un dîner prévu, mais juste derrière la scène. Et il s'est levé au moment du dessert. Et puis il m'a regardé droit dans les yeux. Il a fait, écoutez, les gars, j'ai adoré cette tournée, vous êtes une super équipe. Et l'année prochaine, pour mes 70 ans, je veux qu'on reparte ensemble en tournée. Mais tout ça en me fixant. Et c'était dingue. Comme il y avait majoritairement des Américains et des Anglo-Saxons, tout le monde fait in English, please, in English. Puis quelqu'un a traduit. Puis ouais, super, on repart et tout ça. Et puis après, voilà, ça c'était en 2012, donc on a re-signé pour 2013. Donc c'était ça qu'il voulait dire en fait. Ouais, mais en plus j'ai trouvé que ça avait un sens vraiment plus fort, c'est que moi, après je le raconte un peu dans le livre, puisque je me livre pas mal, et c'est vrai qu'avec ma femme, on avait de la peine à avoir un enfant, on a vraiment désiré, et tout d'un coup elle est tombée enceinte, et quand on a appris ça, je me suis dit merde, il fallait faire la tournée 2015, je voyais bien que le moment de l'accouchement, je serais pendant 2 mois aux États-Unis, et même si ça me faisait beaucoup culpabiliser, c'était tellement important pour nous d'avoir cet enfant que je me dis, il va falloir que j'annonce à Yarol et à Johnny que je partirai pas en tournée, parce que c'est hors de question que je sois pas avec ma femme pendant la grossesse et tout ça. Et donc voilà, et puis donc j'ai pas fait la tournée. Bon, à part ça, moi quand j'ai appris, c'était en septembre, donc je culpabilisais, mais en décembre, il y a la prod voulait changer toute l'équipe, enfin il y avait un grand jeu de chaises musicales qui m'arrangeait bien, parce qu'en même temps, je suis passé par un stade, j'ai dit oulala, je culpabilise d'annoncer que je ne serais pas là, et puis après j'ai compris qu'en fait, tout le monde se faisait virer, que tout le monde était sur des sièges éjectables, donc moi j'ai rien fait, j'ai laissé un peu passer le truc, mais c'est bizarre de passer de se faire virer alors qu'on s'apprête à annoncer qu'on va partir, c'est un peu étrange, mais voilà, c'est vrai qu'après Johnny, j'ai eu mon fils, et c'est vrai que la fin de Johnny, c'est le début d'autre chose. C'est-à-dire que musicalement, je ne pouvais pas vivre plus fort, et je ne pourrais jamais vivre aussi fort de ce que j'ai vécu avec Johnny. Mais ce que j'ai vécu en étant papa, en m'occupant de mon gamin, parce que je l'ai eu sur le tard, donc je ne sais pas comme c'est un boulet parce que ça me freine, j'ai accompli plein de choses. C'est vrai que la fin de Johnny, c'était le début pour moi de votre aventure de père. De mon aventure de père, qui est, bon là c'est autre chose, mais c'est tellement fort aussi. Ouais. C'est vrai qu'après Johnny, après j'ai joué avec d'autres musiciens. Alors on peut toujours se dire, souvent les gens me demandent, alors ça n'a pas été trop dur, nani nana. Je dis non en fait, parce que moi je venais un peu des petites salles du réseau rock'n'roll, et j'avais fait plein d'amis depuis le temps, j'ai passé 20 ans à jouer dans ces salles, donc je connaissais tout le monde. Mais quand je suis revenu dans ces salles, tous ces gens-là me disaient, ah mais attends, on te suivait avec Johnny, mais c'est génial ce qui était arrivé. J'avais beaucoup de bienveillance, et puis moi j'adore jouer devant un public pas trop gros. Même en tant que public, je suis un peu agoraphobe, dès qu'il y a trop de monde, je me sens un peu mal à l'aise. Donc ça m'est très bien allé, j'étais papa et je faisais des plus petits concerts et j'étais le plus heureux du monde. Et puis il faut être aussi finalement accepter des choses. C'est de cette manière-là qu'on peut avancer. Bien sûr. Et ne pas retenir ou vivre dans le passé. Bien sûr. C'est important. Évidemment, ouais. Il faut que les expériences soient enrichissantes, et ça m'a appris énormément. Ce que j'ai appris sur l'attitude, c'est pas de faire genre, d'avoir un beau costume, mais c'est comment on se tient et comment on a les clés mentales pour jouer. Et ça a été une école incroyable, parce que maintenant j'ai l'impression de jouer de mieux en mieux, mais
que tout est musique. C'est-à-dire qu'à la limite, les rapports entre les gens, on se sert de tout pour faire de la musique, et finalement on n'en fait plus qu'en bossant des gammes, en travaillant la technique. En fait, c'est pas vraiment ça, en fait. C'est plus l'état d'esprit dans lequel on fait les choses. Si tu savais tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais, oui, dans tes bras nus me reposer, et je cours toute la journée sans savoir où je vais, dans le bruit, dans la fumée. Oui, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour. Il faudra faire preuve de bravoure. Oui, monter au front en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. J'ai vu la mort dans son plus simple appareil. Oui, elle m'a promis des vacances. Oui, la mort m'a promis sa dernière danse. Ouais. Oh Marie, oui, j'attendrai, oui, qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, oui, j'attendrai, oui, qu'au ciel tu viennes me retrouver. Un jour, Johnny vous a demandé de lui écrire une chanson. Oui. Ah ouais, alors là, c'était aussi... Oui, je raconte un peu pour raconter un peu comme c'était compliqué. Elle a abouti cette chanson? Non, je sais même pas. Même moi, alors j'essaye de la retrouver, on en a écrit 5. Un jour, il est arrivé vers moi, on faisait je sais plus quoi, un truc... Parce que vous êtes auteur, compositeur? Oui, je suis auteur-compositeur aussi. Il avait dû entendre des choses que je faisais. Et puis un jour il me dit: qu'est-ce que tu fais, Fred, là? C'était juste avant Noël. Je dis: bah là j'écrivais des chansons pour une stripteaseuse burlesque. Et il me dit et puis moi je commence ma pauvre phrase. Je dis: ouais, bah là actuellement j'écris déjà. Il m'a interrompu: je veux que tu m'écrives une chanson, mais je veux que ce soit bien sec, qu'il fasse le texte. Une chanson qui parlerait de je sais plus quoi, mais un rock, hein, de ça. Je dis: ouais, super, Johnny. Il me dit: bah Seb va te filer. Seb, tu fileras bien le numéro de Christophe Humersek à Fred. Bon, évidemment Seb ne m'a jamais rien donné. J'ai fini par avoir le numéro de Christophe
Christophe. Et puis, on a écrit des chansons. Mais en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que Johnny fonctionnait aussi beaucoup avec un système d'avance et que c'est pas lui qui décidait vraiment. C'est-à-dire qu'il y a la maison de disques, il y a un directeur artistique qui centralise toutes les chansons. Johnny prend des avances assez grosses avant de faire le disque et les gars, ils se disent, bon bah nous, on veut rentrer dans nos frais et c'est nous qui savons. Alors évidemment, s'il propose une chanson que Johnny n'aime pas du tout, il la prendra pas. Mais il n'avait pas tant que ça à la main. Ouais. Et à un moment, Johnny nous a demandé, donc on a commencé à écrire et il m'a demandé, il m'a dit, écoutez, je rêve d'avoir une chanson sur les prisons et tout ça. J'ai dit à Christophe, ben voilà, alors donc on a écrit une chanson, enfin, il a écrit le texte, moi la musique, ça s'appelait Fleury-Mérogis. Mais le problème, c'est qu'après, il a fallu passer par le directeur artistique. Et le directeur artistique, oh, mais comment ça nous emmerder, il fait chier que sa chanson sur les prisons. Et en fait, non, lui, il disait non. Et donc, ça m'a un peu éclairé. J'ai dit, ah ouais, en fait, c'est pas si libre que ça. En fait, le gars, et puis je me suis rendu compte que ça devenait une espèce de mafia. C'était quand même très compliqué de placer des titres. Et des fois, j'en veux un peu à ce show business parce que je trouve les mecs n'avaient pas beaucoup d'envergure et je trouve que voilà, à un moment, Johnny, quand il a fait son retour, je crois qu'il y a 600 artistes, les meilleurs compositeurs de France ont tous rêvé de faire une chanson pour Johnny. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Puis il n'y a rien qui aboutit sur le disque parce que le gars disait non, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, s'il avait fait un truc absolument génial, mais bon, je trouve que voilà, ils auraient pu avoir plus d'ambition. Je sais que Johnny adorait les Black Keys, mais pourquoi pas bosser avec le producteur des... C'est un truc un peu qui aurait eu de la gueule, quoi. Mais bon, là, j'ai senti que c'était un peu chasse gardée, que voilà, il y avait Johnny ça. Johnny avait des obligations, ouais, malgré tout. Je pense qu'il était dans le rouge aussi. Moi, ça, je le raconte un peu dans le bouquin, c'est-à-dire que quand il signait pour une tournée, il prenait énormément d'argent à la signature. Et donc, c'est un pote qui m'avait fait remarquer, il me dit, mais regarde son Facebook. Donc, 4-5 mois ou 6 mois avant la tournée, il était là, Johnny, puis c'était un grand enfant. Donc, il s'achetait une moto, puis il s'achetait plein de trucs. Mais après, quand arrive la tournée, il a déjà un peu tout dépensé, quoi. Bon, il adore être sur scène, mais on le voyait un peu plus taciturne. Et donc là, la maison de disques arrivait, il dit, Johnny, on signe pour un disque. Ah bah oui, bien sûr, mais une fois qu'il a signé, ils ont un peu aussi les mains libres. Après, bon, Johnny, on ne peut pas lui imposer ce qu'il ne voudrait pas faire, donc il faisait quand même dans un cadre. Mais voilà, c'est un peu touchant d'imaginer qu'il essayait d'avoir un truc, alors il passait par des gens, moi, mieux c'est que, mais après, on en est plein à avoir proposé des chansons. Moi, depuis que j'ai écrit le bouquin, j'ai plein de gens qui me disent, mais moi aussi, il m'avait demandé une chanson et machin bidule, donc c'est un espèce de... Peut-être qu'il est passé à côté de certains titres qui finalement auraient été... Alors après, je comprends bien qu'on est directeur musical, il faut qu'il y ait une direction musicale, il faut que ça rentre dans le cadre, voilà, que ça fasse comme ça, mais bon... C'est une harmonie. Voilà, mais voilà, donc c'est quand même marrant qu'il était obligé de demander par derrière à des gens des trucs, quoi. Fred, 4 années donc de tournées, de concerts, de présence auprès de Johnny. L'image qui vous reste de cet immense artiste aujourd'hui? C'est quelqu'un de... J'ai de la chance de l'avoir côtoyé parce que moi j'ai vraiment vu l'homme. Et l'homme et en même temps ce statut de presque demi-dieu qu'il avait. Et je trouve quelqu'un qui était super bienveillant, très tendre, très gentil, et souvent je pense à lui vraiment, et puis je revois certaines photos comme ça, je pense que c'était vraiment un mec bien, et puis je suis tellement fier de l'avoir côtoyé, mais je le considère un peu comme une figure aussi un peu paternelle, parce qu'il est quand même plus âgé que moi, mais ouais, quelqu'un qui a été d'une gentillesse dingue, et puis il n'y a pas grand chose que je regrette de me dire, il y a un truc, c'est que, mais je le dis aussi un peu dans le bouquin, c'est qu'à un moment j'ai joué à Genève, c'est ma ville, Genève, j'avais fait des groupes de rock là-bas, j'étais un peu connu. Et quand on a joué à Genève la première fois, j'ai eu un papier énorme dans la presse, la tribune de Genève, j'étais quasiment en première page du 2e cahier, avec une photo de moi, ils annonçaient le concert Fred avec Johnny, et ça, ils étaient un peu le régional de l'État, puis ça lui a fait énormément plaisir, il était tout content, et puis on est repassé en décembre. Là, c'était en été, on était passé. En décembre, il avait complètement oublié que c'était ma ville. Donc, quand il m'a présenté avec Fred Jiménez à la base, parce qu'à Genève, il y avait Fred Jiménez qui est de Genève et tout ça, il m'a fait un peu mousser. Et puis là, il l'avait zappé.
Et après, Mathieu m'avait raconté, dis donc, après il était le lendemain, parce qu'il prenait l'avion avec lui ou quoi, il avait dormi à Genève, et Johnny s'en voulait à mort. Il disait, mais putain, mais comment j'ai pu oublier que c'était la ville de Fred et tout ça, et il devait faire une interview avec une journaliste qui était venue à l'hôtel, et à l'hôtel, il a dit des trucs hyper gentils sur moi parce qu'il culpabilisait. Et moi, j'aurais jamais vu l'article. Et Mathieu m'a dit, tu devrais te procurer l'article et après, tu devrais remercier Johnny parce que... Donc, j'ai fait ça. Et puis j'ai dit à Johnny, bah, écoute, merci, tu es vraiment très gentil de ce que tu as dit. Et là, il m'a dit, ah, vraiment, je suis tellement désolé de ne pas avoir pensé, on était dans ta ville et j'ai zappé ça. On voit quand même là, parce que j'aime bien des fois dans les petits détails, comme ça, on voit qu'elle est, que la personne est bienveillante et vraiment gentille. Et donc, il était vraiment... je trouve que ça résume bien un peu le personnage. Donc, vous êtes resté un petit peu en contact avec Johnny quelque temps avant son départ. Vous étiez, bon, même si vous n'étiez plus dans son groupe, vous restiez quand même en contact. La veille de son départ, qu'est-ce qui s'est passé avec cette clé-là? C'est un peu troublant, oui. Oui, c'est assez après, troublant. Moi, j'étais en contact avec lui, mais même, c'est-à-dire que j'étais... dans le groupe, souvent, j'avais remarqué aussi, il y en avait beaucoup qui échangeaient avec lui, mais même moi, par SMS, j'étais emprunté, quoi. Donc, une fois, j'ai repris contact avec lui parce que j'étais contacté par des fans sur Facebook. Et il y avait un type qui me disait, mais je l'ai très bien connu, c'est un grand copain à moi, nanana. J'avais cru, écoute, il y a tel mec, ce gars-là, qui me dit qu'il te connaît très bien, est-ce que je lui donne ton numéro ou pas? Il me fait, écoute, je ne vois pas du tout qui est ce mec-là, mais ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Donc c'est un peu des fois des circonstances. Et quand mon gamin, à un moment, j'avais fait une photo de mon gamin, mais mon gamin, c'est moi qui lui coupe les cheveux, il a une coupe Beatles. Et donc, j'avais envoyé ma photo et j'ai dit, écoute, Johnny, voilà, je te présente mon gamin. Et tu as remarqué, il a une coupe Beatles, ça l'avait beaucoup fait rire. Donc, j'ai pas trop abusé je l'ai pas contacté comme ça. Puis, j'avais pas envie de faire genre, je lui ai envoyé un message pour dire, écoute, j'ai vécu 4 années vraiment magiques, merci beaucoup. Puis voilà, toutes les choses ont une fin. La fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. Moi, j'avais tout à fait mon deuil. Je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui écrivent avec des arrière-pensées. J'aimerais bien Ninana. Puis moi, c'est des choses qui se font pas, quoi. Donc moi je le fais pas. Et puis la veille de son décès, on s'est revu avec tout le groupe de Tricatel, Bertrand Burgala. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai rencontré Bertrand Burgala. On a monté un groupe qui s'appelle AS Dragon et c'est une vraie aventure humaine. Et ça faisait des années qu'on s'était pas revus ensemble. Etienne Dao avait fait une exposition de photos. Et il y avait des photos d'AS Dragon dans le tas. Et on avait été tous invités. Donc c'était dingue, moi j'étais assez ému, c'est des gens que je connaissais, que j'ai toujours été en très bon rapport, mais qu'on soit tous ensemble en même temps, ça faisait 20 ans quasiment que c'était pas arrivé. Donc on s'est tous retrouvés là, on a passé une super soirée, on a fini. Et puis quand je suis rentré le soir chez moi, j'ai cassé ma clé, je rentre à la maison et puis je tourne la clé dans ma serrure et là elle me reste dans la main. Donc j'étais enfermé à l'intérieur avec ma clé dans le truc. J'avais aucun moyen de sortir. Je dis oh là là, mais comment je vais faire? Demain il faut amener le gamin à la crèche, on doit bosser, on ne peut pas sortir de chez nous. Et puis voilà, puis le lendemain, dans la nuit, Johnny est décédé, quoi. Donc moi j'étais là un peu chez moi avec trouver un serrurier à Paris qui vient dans l'heure, bon courage. Et puis cette nouvelle atroce du décès de Johnny, plus tous les journalistes de Suisse qui m'appelaient, qui voulaient absolument ma réaction. Et j'étais là, j'attendais le coup de fil du serrurier, puis j'avais les gens, enfin voilà, c'était... Et puis quelques jours auparavant, j'avais rencontré Bernard Schmitt, un type que j'aime beaucoup, son metteur en scène, et on s'était vu dans mon quartier, il m'avait dit, mais tu sais Fred, c'est dingue ce que tu as fait toi. J'ai jamais vu ça en 25 ans de métier. Toi, t'es arrivé là comme ça, on n'a pas compris comment. T'as mis le pied dans la porte et t'es passé. Mais il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et j'avais cette image du pied dans la porte et je me dis, mais c'est dingue parce que là, la porte, elle s'est définitivement refermée avec le départ de Johnny. Il y avait une espèce de lien entre la phrase de Bernard et la porte est faite. Maintenant, elle sera définitivement fermée. Et puis, elle l'était de fait, quoi, parce que j'étais là. Oui, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, mais il y a eu ce symbole très fort. Symboliquement, c'était dingue, parce que j'avais il faut assumer ça. Puis après, aussi la réalité de se dire, attends, mais s'il y a le feu, je fais comment pour sortir? J'ai un gamin qui est petit. Enfin, voilà, ça a été un peu une situation complètement dingue, quoi. Qui est marquante aussi. Oui, bien sûr. Fred, on arrive à la fin de cet entretien. Merci. Incroyable entretien, incroyable livre. Merci. Voilà, Johnny A chez moi.
un récit, un témoignage, une tranche de votre vie. Il n'y a pas de photo dans ce livre, mais on n'en sent pas du tout la nécessité. Évidemment, une très belle couverture. Oui. Donc 4 ans de tournée, voilà, des joies. Tout est décrit avec le cœur, dans l'authenticité. Un excellent livre, beaucoup de détails. Oui. Surprenant, jamais entendu. Ah ouais, parce que des livres sur Johnny, il y en a beaucoup. Oui. Et ce que vous racontez, c'est vraiment... on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas lu. Donc c'est vraiment touchant. Et vous nous embarquez dans un voyage surprenant, où on découvre... évidemment Johnny, celui qu'on connaît, mais aussi un autre Johnny, oui. Et évidemment l'artiste, oui, Johnny l'artiste. Bien sûr, le musicien. Un grand artiste, un grand musicien. Bien sûr. Voilà, donc merci. Merci en tout cas, merci pour cette interview pour la radio 100% Johnny. Merci de l'invitation. Nous, on est très très heureux voilà, de vous avoir reçu. Et puis je suis sûre que votre livre va connaître un véritable succès. Ah bon, c'est gentil, merci. Merci beaucoup Fred Jiménez. Merci à vous. Merci à vous. Puis on embrasse tous les fans de Johnny. Bien sûr, on embrasse tous les auditeurs, tous les fans. Et à très bientôt, merci. Faire danser les diables et les dieux. Hey! Allumez le feu, et voir grandir la flamme de vos yeux. Allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Grandir la flamme de